Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu sais probablement que tu es dépendant affectif, ou tu t'en doutes fortement. Généralement, on le sait, on s'en rend compte. T'as peut-être même déjà écouté des vidéos, t'as compris le mécanisme, et t'as peut-être même fait un test en ligne. Si jamais c'est pas le cas, je t'ai mis un lien juste en dessous pour avoir la réponse. Le souci de tout ça, c'est que ça change rien et tu retombes toujours dans les mêmes schémas. Tu te demandes s'il n'y a pas un truc qui cloche chez toi. Alors je vais te dire quelque chose que personne ne te dit. Ce qui cloche, ce n'est pas toi, c'est ton câblage. Et ce câblage, c'est ça la chose qui est la plus surprenante aujourd'hui, c'est qu'il a été installé chez toi avant même que tu aies ton premier souvenir. Alors j'imagine que tu n'as pas besoin que je te décrive précisément ce que c'est que la dépendance affective, vu que tu en souffres au quotidien. Tu le vis. Il y a cette personne qui est en face de toi et tu sais pas pourquoi, tu as besoin que l'autre te valide. Lorsque l'autre s'en va ou lorsque l'autre fait un visage un peu différent, tu t'inquiètes. T'as l'impression qu'il ne t'aime plus. Et ça recommence et ça se répète encore et encore dans chaque relation que tu vis. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dépendance affective, c'est une forme d'amour qui est mal placé, qui est mal dirigé, mais c'est de l'amour quand même. Et c'est pour ça qu'on a du mal à s'en sortir, parce que quand ça ressemble à de l'amour, quand ça a le goût de l'amour, on a envie de rester dedans. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble d'où est-ce que ça vient, et je te fais une petite révélation, ça ne vient pas du tout de là où tu penses, et on va voir aussi pourquoi est-ce qu'on confond souvent souffrance avec amour. Cette dépendance affective, tu l'as pas choisie. Tu n'as pas développé cette dépendance affective à l'âge adulte. Tu n'es par exemple pas devenu comme ça après une mauvaise rupture, après une mauvaise expérience. Tu étais déjà câblé comme ça, même probablement avant ta naissance. Ça a commencé dans le ventre de ta mère. Et les dernières études en date, je vais mettre tous les liens sous cette vidéo, montrent quelque chose qui est surprenant. Si jamais ta mère a été stressée ou anxieuse, ou si jamais elle a vécu un événement traumatique pendant sa grossesse, alors son cortisol a traversé le placenta. Et le cortisol, c'est ce qui est venu modifier le développement de ton cerveau, et plus précisément l'amygdale. L'amygdale, pour rappel, c'est ce qui vient détecter le danger. Et chez tous les bébés qui sont exposés au stress prénatal, elle est plus grosse, cette amygdale, elle est plus réactive, elle est plus en alerte. Donc toi, tu es né, c'est le premier jour de ta vie, avec un détecteur de danger qui était à fond, alors que tu n'avais jamais rien vécu sur Terre. On voit que les enfants réagissent plus fortement à certaines douleurs ou à certaines séparations. Son système nerveux est déjà programmé en mode survie. Mais malheureusement, ce n'est pas tout, il y a aussi ta génétique. Par exemple, il y a des études sur les jumeaux qui sont très claires là-dessus. Il y a une héritabilité de l'attachement anxieux et donc de la dépendance affective entre 37 et 45%. Ça signifie que cette dépendance affective-là peut venir du ventre de ta mère, mais elle peut être aussi génétique. Donc, t'as pas plus choisi ça que la couleur de tes yeux. Et cette génétique qui a été construite comme ça, que tu as été fabriqué comme ça, elle est liée au système de récompense. Les mêmes gènes qui sont impliqués dans les addictions. On a vu le stress de ta mère qui a pu se transmettre, on a vu ta génétique, mais il y a aussi les 2 premières années. Cette base biologique est déjà posée. Elle vient se rajouter à tes premières expériences. Par exemple, à la manière dont ta mère t'a répondu, ou dans la manière où elle ne t'a pas répondu. Comment est-ce que ta mère a réagi, par exemple, lorsque tu as pleuré? Comment est-ce qu'elle t'a tenu dans ses bras? Comment est-ce qu'elle t'a regardé? Comment est-ce qu'elle t'a nourri? Il y a peut-être eu une cohérence dans sa présence, ou peut-être qu'il y a eu une incohérence. Par exemple, un parent qui va souffler le chaud et le froid, c'est la recette parfaite pour créer ce qui s'appelle l'attachement anxieux et donc la dépendance affective. Un bébé dont les besoins sont parfois satisfaits et parfois pas apprend une seule chose, c'est que l'amour est imprévisible. Il pense donc qu'il faut mériter cet amour, qu'il faut le surveiller. Et ça s'imprime avant même que tu saches parler. Donc, lorsque tu te demandes qu'est-ce qui cloche chez moi, pourquoi est-ce que je suis comme ça, rien ne cloche, tu es arrivé dans ce monde avec un système nerveux ultra sensible, sur lequel s'est ajouté les premières expériences de vie. Et parfois quand je demande à des clients s'ils se rappellent de certains actes de leurs parents ou pas, ce qui pourrait expliquer leur dépendance affective, dans la majorité des cas, ils ne savent pas me citer ce qui s'est passé. La réponse est très simple, ça s'est imprimé en toi avant même que tu puisses parler, avant même que tu aies des souvenirs. Si la dépendance affective n'était
que de la souffrance, bien évidemment, t'en serais sorti depuis très longtemps. Le souci, c'est qu'elle te donne quelque chose. Et ce quelque chose, il est séduisant. Tout d'abord, ça vient remplir un vide. Tu as un vide en toi, quelque part, il y a un espace qui n'a jamais été comblé. Peut-être depuis l'enfance, peut-être depuis plus récemment. Et la dépendance affective te dit, cette personne en face de moi, cet homme, cette femme, va venir remplir ce vide. Et pendant un moment, en effet, ça fonctionne. Au début, tu te sens complet, entier. Le monde a du sens. Le problème, c'est que c'est un pansement sur une hémorragie. Ça signifie que dès que l'autre s'éloigne, ne serait-ce que d'un centimètre, le vide revient plus fort qu'avant. Je regarde mon partenaire ce matin, il a l'air de faire un drôle de visage, peut-être qu'il ne m'aime plus. Tu as suranalysé. Peut-être qu'en fait, il a juste mal au ventre. Mais ça, ton cerveau, il en sait rien. Par défaut, il prend le scénario catastrophe. C'est sûr que l'autre va partir au bord de sa voiture et aller très loin et donc m'abandonner. La deuxième chose, le deuxième cadeau que te donne cette dépendance affective, c'est une identité. Quand tu es dans la dépendance affective, tu sais qui tu es. Tu sais par exemple que tu es le mari ou la femme, le petit copain de quelqu'un. Alors attention, t'as pas forcément conscience de tout ça, tu ne te résumes probablement pas à ça. Si je te demande qui tu es aujourd'hui, tu me diras jamais « je ne suis que la femme ou que le mari d'un tel », tu ne pourrais même pas me l'avouer de manière consciente. Mais si jamais l'autre part, ça t'en auras plus conscience. Tu es qui dans ce cas-là? Et cette question, elle est terrifiante, parce que la dépendance affective te protège de cette question. Elle te donne un rôle, elle te donne un personnage. Tu deviens quelqu'un. T'as une raison de te lever le matin, même si ce rôle te détruit. Et sans t'en rendre compte, petit à petit, tu disparais dans l'autre. Le troisième bénéfice caché de la dépendance affective, c'est qu'elle te dispense de te regarder en face. Et ça, c'est probablement le bénéfice le plus sournois. Tant que toute ton énergie est dirigée vers l'autre, tu n'as pas à te poser des questions sur toi. Par exemple, sur tes blessures, sur tes manques, ou sur ce que tu vaux de manière indépendante, sans que l'autre ne te regarde. Donc l'autre devient un écran de fumée entre toi et toi-même. Parce que je regarde l'autre, je n'ai pas à me regarder moi, et ça, c'est confortable. Oui, parfois c'est douloureux, mais c'est aussi confortable. On ne pourrait pas parler de dépendance affective si on ne parle pas de la confusion qu'il y a entre intensité et amour. Et probablement que tu n'arrives plus à faire aujourd'hui la différence entre amour et dépendance affective. Par exemple, les papillons dans le ventre, c'est de l'anxiété. C'est aussi le cœur qui s'emballe sans raison quand t'es face à l'autre. C'est aussi de l'obsession. Je ne peux pas vivre sans toi. C'est aussi des chansons d'amour qui te disent que c'est ça l'amour, c'est d'être obsédé par le regard de l'autre. En réalité, c'est bien moins de l'amour, c'est bien moins sexy, c'est ton système nerveux qui est en alerte. C'est de l'anxiété et non pas de la passion. C'est ton corps qui te dit « attention, danger » et toi tu te dis « j'interprète ça comme étant la bonne personne. » Et tout ça, encore une fois, c'est pas de ta faute, parce que les études d'imagerie cérébrale ont montré que l'amour romantique intense va activer exactement les mêmes zones que par exemple la cocaïne. Ce sont les mêmes circuits dopaminergiques qui s'activent. Donc en gros, ton cerveau ne pourrait pas faire la différence entre « je suis fou amoureux de cette personne » et « je suis en manque de drogue ». Réfléchis un instant à ton CV amoureux, à ta carrière amoureuse. Quelles sont les personnes qui t'ont rendu le plus accro? C'est rarement celles qui sont stables, présentes et rassurantes. C'est plutôt, j'imagine, dis-moi-le en commentaire, celles qui te font subir du chaud et du froid. Celles qui ne savent pas exprimer leurs sentiments clairement. Celles qui sont là un jour, puis qui sont absentes le lendemain. Et ça, c'est un circuit de récompense intermittent. Et c'est pire pour toi, parce que c'est exactement le mécanisme qui crée l'addiction la plus forte. Les chercheurs ont par exemple montré qu'avec les machines à sous, quand la récompense est imprévisible, le cerveau produit beaucoup plus de dopamine que quand c'est garanti. Ça signifie que il va peut-être me répondre ou peut-être pas, c'est la machine à sous de ton cerveau. Il y a aussi des chances, si tu réfléchis bien, que l'amour calme te fasse peur. Quand tu rencontres quelqu'un de bien, quelqu'un qui est stable, doux, disponible, tu le trouves peut-être ennuyant, trop gentil, pas assez excitant, ou alors il manque un petit quelque chose chez l'autre mais je saurais pas dire quoi, c'est ça que tu dis. En réalité, le truc qui te manque, c'est de l'anxiété. C'est la peur de perdre l'autre. Et comme ton cerveau a associé cette peur à l'amour depuis longtemps, quand la peur n'est pas là, tu crois que l'amour n'est pas là non plus.
alors tu repars vers une relation qui est plus chaotique. C'est-à-dire vers quelqu'un qui te fera souffrir, et là, le cycle recommence. Garde en tête cette citation qui n'est probablement pas de Walt Disney, c'est en fréquentant Mickey qu'on devient Minnie. Si Mickey est instable, probablement que tu vas devenir une Minnie qui sera dépendante affective. Par contre, si Mickey est stable, a priori, tu vas te stabiliser également. L'intensité que tu ressens n'est pas le signal que c'est la bonne personne. Ça peut être le signal que c'est un danger. Il est possible de faire la différence en une phrase. L'amour dit « je suis entier, je suis entière et je choisis de partager ma vie avec toi ». La dépendance affective, c'est très différent. C'est « je suis incomplet et j'ai besoin de toi pour fonctionner ». Dans le premier cas, c'est un choix. Dans le deuxième, c'est une survie. Et je ne t'apprendrai rien en te disant qu'on ne construit rien de sain sur un mode de survie. Mais tout ceci dépend de ton niveau de dépendance affective. Pour rappel, je t'ai mis un lien juste en dessous pour le test qui te dira quel est ton niveau de dépendance. On va parler du sevrage, on va sortir les doigts des fesses aujourd'hui. Je n'utilise pas le mot sevrage par hasard. La dépendance affective, ce n'est pas comme une addiction. La dépendance affective, c'est une addiction. C'est exactement le même circuit de récompense dans ton cerveau. Le même manque, les mêmes rechutes. Si jamais tu coupes le lien avec cette personne dont tu dépends peut-être aujourd'hui, même pendant quelques heures, ton cerveau réagit comme un sevrage. Et tout ceci, c'est pas une métaphore. Tu auras des symptômes physiques, anxiété, insomnie, douleur dans la poitrine, nausée. Et tu te dis, c'est parce que c'est la bonne personne, sinon je n'aurais pas si mal. Non, tu as mal parce que tu es en manque. Comme un héroïnomane, il aurait mal lorsque ça s'arrête. Ça ne veut pas dire que l'héroïne est bonne pour lui. Comme toute drogue, il te faut une dose de plus forte pour ressentir la même chose. Au début, un seul SMS suffit à te rassurer, et puis ensuite, il te faut un appel, puis une présence physique, puis une de plus, puis une preuve, etc. Et c'est sans fin. Comme tout drogué, sache que la rechute, elle est normale. Tu auras envie de rappeler cette personne, de vérifier son profil, de trouver un prétexte pour la recontacter. Le vide, en réalité, il a tout le temps été là. Quand tu es seul, il est plus gros, plus visible, plus facile à identifier. Je dois trouver quelqu'un. On se sépare un vendredi à 17h, à 17h03, t'as déjà réinstallé ton Tinder. Mais en réalité, le vide, il est aussi là quand t'es avec l'autre. Il est peut-être un peu moins visible, un peu moins flagrant, un peu moins gros, mais ce vide t'a accompagné toute ta vie. Le vrai travail, c'est pas de quitter la personne dont tu dépends, c'est d'apprendre à rester seul avec toi-même, sans que ce soit insupportable. Je vais te parler de quelque chose que les vidéos ne te disent jamais là-dedans. C'est qu'il faut que tu apprennes à conduire ton véhicule. Ton câblage de base ne disparaîtra jamais complètement. Il y a une partie de ta sensibilité qui est génétique, une partie qui a été installée avant ta naissance. Ça a été codé en dur dans ton cerveau. Donc tu ne peux pas un matin te réveiller guéri comme si tu avais jamais été dépendant affectif. La plus longue étude sur ce sujet, qui a duré pendant 23 ans, a démontré que des adultes avec un câblage anxieux au départ peuvent apprendre à développer une sécurité d'attachement à l'âge adulte. Non pas en supprimant leur câblage, mais en construisant par-dessus. Tu viens rajouter une couche. Ça signifie que les analyses montrent que la thérapie peut aider à créer de l'attachement sécure par un vrai travail thérapeutique. Dans une étude qui est aussi citée sous cette vidéo, 66% des clients insécures ont changé de style d'attachement au cours de la thérapie. 24% d'entre eux sont devenus sécures. Donc non, tu n'es pas condamné à rester comme ça à vie. Tu peux apprendre à devenir sécure. Ton chemin aujourd'hui, c'est d'apprendre à conduire ton véhicule. Ton véhicule, c'est ton corps. Mais t'as cette conscience, t'as le pilote en haut. Tu peux même te voir de loin. Tu n'es pas obligé de respecter précisément ce que le véhicule dit ou fait. Mais quand t'es dans ce véhicule, tu peux apprendre à le diriger différemment. Si jamais, par exemple, je roule une Ferrari, je vais éviter les chemins de montagne, ou je vais éviter de rouler à 600 à l'heure alors qu'il y a des limites en ville. Quand je connais mon véhicule, quand je connais mon corps, je connais aussi mes limites. Un évitant, par exemple, lorsque tu le vois, tu n'y vas pas, parce que l'évitant va augmenter ton anxiété. En gros, si Mickey est évitant, Minnie doit pas y aller, sinon Minnie sera encore plus attachement insécure après. Si jamais quelqu'un ne te rappelle pas, même dans ton cercle amical, tu n'en fais pas un pote. Si quelqu'un souffle le froid et le chaud, tu coupes, tu restes pas dedans. Mettre un anxieux avec évitant, c'est garantir la souffrance pour les deux. Ta dépendance affective sera multipliée par 10 dans ce type de relation. Et éviter ce genre de personnes, c'est de l'intelligence, c'est pas une faiblesse. Tu ne demandes pas à une Porsche de faire du 4x4 dans la boue. Tu adaptes la voiture au terrain,
ou le terrain à la voiture. Apprendre à connaître tes sensations de manque dès le début, avant qu'elles t'envahissent. J'arrive dans une relation, je remarque que l'autre est évitant, je décide de stopper parce que je vois la suite et j'ai pas envie de souffrir. J'arrête de construire quelque chose qui va me bousiller. À l'inverse, je vais construire des relations avec des gens stables, présents. Ton cerveau va te dire, il manque un truc, et c'est normal. Ce qui va te manquer, c'est l'anxiété. Laisse passer. Ne juge pas la vieille impulsion, ça s'arrangera avec le temps. Et ce travail-là, je vais être honnête avec toi, c'est difficile de le faire seul, parce que les mécanismes de la dépendance affective sont souvent anciens. Et c'est pour ça que je te recommande psychologue.fr, j'ai mis un lien dans la description. C'est ma nouvelle plateforme qui met en relation des psychologues diplômés, des spécialistes de la dépendance affective avec toi. Et le lien est juste en dessous. Pour avoir été dépendant affectif une immense partie de ma vie, je sais à quel point ça peut te bousiller. Ça vient changer ton quotidien. C'est-à-dire que t'es guidé, t'es comme dans un bocal. Tu es guidé juste par la dépendance affective. Tu vas faire des choix de vie dépendant de ça. Tu vas envoyer des messages dépendant de ça. Tu vas choisir des gens dans ta sphère amicale, amoureuse, dépendant aussi de ce système. Toute ta vie devient dirigée par ça. Et quand t'en sors enfin, t'as l'impression d'avoir une bouffée d'oxygène. Tu peux respirer. Ça y est, j'en suis sorti. T'arrêtes de bousiller tes couples, tu choisis mieux tes partenaires dans tous les domaines, tu choisis même mieux ton travail, tu te mets pas dans un système qui va reproduire ça en toi et tu retrouves de l'apaisement. Et à ce moment-là, tu vas chercher des gens autour de toi, non pas pour combler un vide, mais pour vivre une belle aventure à deux. Tu ne cherches plus quelqu'un pour te compléter, mais quelqu'un pour partager ce que tu es déjà. Et c'est ça l'amour, le vrai. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.